Il le traitait de fou, d'incompétent ou même de tyran. C'était les termes qui étaient employés par les médias français pour parler du nouveau président de l'Argentine, Javier Milei. Et au départ, je vais pas vous mentir, j'aimais pas vraiment Javier Milei parce que c'était un libertarien et en tant que conservateur, je pouvais être gêné par rapport à certaines de ses prises de position. Mais j'ai changé mon fusil d'épaule parce que je me suis rendu en Argentine pendant près de 3 semaines à Buenos Aires et j'ai pu constater les changements significatifs qu'il a apportés à la société argentine. Alors comment ça s'est passé concrètement ? Eh bien j'étais dans mon bureau, journée classique, et Eric Tegner est venu me voir pour me dire « Est-ce que ça te dirait de partir en Argentine ?» Ni une ni deux, je me suis rendu là-bas et j'ai juste halluciné parce que déjà c'est un très beau pays, j'ai beaucoup aimé l'Argentine ainsi que la mentalité des Argentins, mais aussi parce que j'ai vu des choses qui pouvaient être applicables en France et dont on a vraiment besoin. Et donc le résultat de tout ceci, c'est un documentaire d'1 heure disponible sur Frontières Plus et qui est une photographie assez globale et complète de l'Argentine de Javier Milei parce qu'on a pu rencontrer des manifestants, des économistes, des hommes d'affaires ou même des ministres qui nous ont donné leur vérité. Et on a donné la parole à la fois à des pros, mais également à des anti-Milei. Déjà, il faut rappeler une donnée essentielle, c'est que l'Argentine, au cours du XXe siècle, c'était l'un des pays les plus riches de la planète. Par exemple, au niveau du PIB, le PIB des Argentins par habitant était à peu près équivalent à celui des Français en 1913. Ils avaient également une constitution qui respectait les idées d'Adam Smith d'un marché libre et d'une économie ouverte sur le reste du monde. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de capitaux étrangers en Argentine à ce moment-là, notamment ceux du Royaume-Uni. Et enfin, la grande richesse de l'Argentine du XXe siècle, c'était à la fois son industrie particulièrement forte, mais aussi parce que les terres fertiles produisaient du blé, mais également de la viande qui était exportée vers l'Europe. En bref, l'Argentine du XXe siècle, c'était la vida loca. Ils se mettaient bien. Mais le souci avec l'économie de l'Argentine, c'est que c'était un État rentier, c'est-à-dire qu'elle était très dépendante à la fois des investissements étrangers, mais également des exportations. Et en 1929, c'est la Grande Dépression. Et on peut dire que putain, ça porte bien son nom. Tout est parti à volo et il y a eu une réduction significative des importations, mais aussi des exportations. Et donc, ce moment-là a été un coup dur pour l'Argentine parce que, comme je vous l'ai rappelé précédemment, son économie était dépendante du reste du monde. Et à partir de 1946, va arriver au pouvoir Juan Perón, qui va mettre en place ce qu'on appelle le péronisme, qui est un mélange à la fois de la droite, au niveau du conservatisme social, de cette logique de conservatisme au niveau des mœurs, mais également une logique socialiste avec un État très interventionniste. En gros, Juan Perón, il veut mettre bien les populations les plus pauvres d'Argentine et c'est pour ça qu'il va augmenter de manière significative les salaires. Et en plus d'augmenter les salaires, l'État va jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie. Les effets ont été assez bénéfiques, les gens étaient heureux, il y a eu une réduction de la mortalité infantile, mais le problème, c'est que ce type de politique, ça demande un pognon de dingue. Et donc, la Banque centrale d'Argentine, pour faire face donc à ces dépenses publiques extrêmement importantes, a dû imprimer de la monnaie à tire-larigot. Mais le problème, quand vous avez un excès monétaire, c'est que ça entraîne de l'inflation. Et le péronisme, c'est un courant qui s'est développé au fur et à mesure des décennies, à part pendant la dictature militaire entre 1976 et 1983. Donc le pays était en lambeaux, sans compter le fait qu'il y avait des logiques de corruption. Par exemple, des corruptions au niveau de l'import et de l'export, mais également au niveau des syndicats. Parce que les syndicats avaient un rôle extrêmement important, c'est-à-dire verser les allocations familiales. Mais il y avait une sorte d'emprise des syndicats par rapport à cette mission et forcément des excès. Et donc c'est dans un contexte particulièrement délétère d'un point de vue économique qu'arrive au pouvoir Javier Milei et qu'il a promis, avec sa tronçonneuse, de se débarrasser à la fois de l'inflation, des dépenses publiques et surtout remettre en place une croissance. Mais alors concrètement, quels sont les résultats? Parce que c'est ce qu'on attend avant toute chose. Eh bien le problème quand on met en place des thérapies de choc de ce type, c'est qu'au début, c'est pas la joie, parce que ce sont des politiques de long terme. Mais force est de constater que pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, Javier Milei a plutôt de bons résultats.
Lors de notre voyage, on a pu rencontrer Agustín Esteban, qui est un économiste très reconnu dans le pays et qui était assez proche de Milei avant qu'il rentre en fonction. Et donc, quels sont les résultats pour Agustín Esteban? Eh bien, ils sont nombreux. Déjà, il y a eu une réduction de l'inflation, il y a eu également une réduction des dépenses publiques à hauteur de 35% et enfin une baisse significative du taux de pauvreté et d'extrême pauvreté. Donc déjà, quand on nous dit que Javier Milei est le président des riches, eh bien, c'est assez faux parce que même s'il y a eu un pic du taux de pauvreté au moment où il est arrivé au pouvoir, il y a eu par la suite une réduction assez importante. Et ça, on l'a très vite compris parce que quand on s'est rendu en Argentine, on a pu rencontrer des Argentins qui étaient taxiteurs, serveurs ou qui travaillaient dans des hôtels et tous nous expliquaient que leur pouvoir d'achat avait augmenté depuis que Javier Milei était au pouvoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nombre de ces gens que l'on a pu rencontrer nous disaient que autrefois ils étaient contre Javier Milei, très attachés au péronisme, mais que depuis, ils avaient changé leur fusil d'épaule. Parce que la grande force des Argentins, c'est qu'ils sont à la fois résilients, mais également pragmatiques. Ils en ont strictement rien à foutre que leur président se mette en scène, qu'ils disent des gros mots, que, par exemple, ils se déguisent en super-héros. Ça, ils s'en foutent. Ce qui compte, ce sont les résultats, notamment d'un point de vue économique. Car l'Argentine, autrefois, c'était un enfer fiscal. On a pu rencontrer Jonas David, qui est le président de l'association des contribuables argentins, et qui nous a expliqué qu'autrefois, en Argentine, il y avait plus d'une centaine d'impôts différents, mais aussi énormément de règlements. Et donc, quand on est un entrepreneur en Argentine, on est tout simplement masochiste. Il y a un rapport qui est assez choquant, qui a été réalisé par la Banque centrale et qui visait à créer une entreprise type dans 190 pays du monde. Et l'objectif, c'était de savoir sur $100 de bénéfices nets, par exemple du commerçant, combien était reversé à l'État par le biais des impôts. Alors par exemple, la moyenne internationale, c'était à peu près $42. En France, c'était 60, ce qui est déjà énorme. Et en Argentine, c'était $106. Et donc, c'était quoi le résultat de tout ceci? Eh bien, si tu étais un entrepreneur en Argentine, tu devais plus d'argent à l'État que ce que tu en gagnais véritablement. Et les mecs faisaient faillite au bout de 2-3 mois parce qu'ils ne faisaient pas de bénéfices réels, tellement il y avait des impôts et des taxes. Et les gens étaient obligés de frauder pour survivre. Donc les travailleurs sont assez ravis de l'arrivée au pouvoir de Javier Milei et il suffit de voir son taux de popularité qui est plus de 50%. Alors qu'en France, on ne peut pas en dire autant pour être tout à fait honnête. Et tout ceci a été fait dans un contexte bien particulier qui est que Javier Milei n'a pas la majorité au Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et que systématiquement, il est obligé de composer avec les autres forces politiques. Mais pourtant, il arrive quand même à faire passer ses lois par décret ou en composant avec les autres forces politiques, parce que même eux savent qu'il est le seul à avoir le courage de s'attaquer à un système qui était considéré comme corrompu et un État obèse. Durant notre voyage, on a également rencontré Daniel Mellem. Moi, je vais pas vous mentir, c'était un petit peu mon préféré. Il avait des allures de Trump, très charismatique, et il nous disait que les transformations économiques de l'Argentine étaient très positives, mais que le problème, c'était un changement de mentalité. Pourquoi? Parce que les Argentins, au même titre que les Français, dans leur grande majorité, pensent que si vous avez gagné de l'argent, si vous êtes un entrepreneur à succès, ça veut dire que vous avez forcément volé des travailleurs. Ça, c'est une idée marxiste qui est le vol de la plus-value travail. C'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur et que vous avez des employés, vous vous faites de l'argent sur leur dos parce que vous faites des bénéfices sur le travail de vos salariés. Donc, il y a cette mentalité très forte en Argentine, mais il y a également le fait que beaucoup considèrent que l'État doit les biberonner constamment. C'est-à-dire le saint État, l'État qui nous sauve et qui doit être là constamment pour nous. En fait, dans la logique de l'État-providence, du péronisme. Mais il y a toujours des gens qui sont attachés à cet État-providence et c'est le cas des manifestants que nous avons rencontrés. Mais ce qui est assez fascinant avec ces manifestants, c'est qu'en règle générale, ce n'étaient plus des actifs, soit par exemple des retraités, des chômeurs ou des étudiants, et surtout ces derniers étaient attachés à un système qui pourtant les avait amenés droit dans le mur. Et pour eux, c'est tout à fait logique de défendre ce système-là parce qu'en réalité, ils ne veulent pas une société capitaliste, ils veulent une société collectiviste. Donc forcément, toutes les mesures qui vont pouvoir être mises en place par Javier Milei, même si elles ont des impacts positifs, comme par exemple la réduction du taux de pauvreté, eh bien, ça n'importe peu parce qu'ils ne sont pas sur le même référentiel. Et donc, Javier Milei, il a dû bien s'entourer parce qu'il faut le rappeler, c'est un novice en politique. Et on a pu rencontrer Nahuel Sotelo,
qui est l'un de ses ministres les plus appréciés au sein de son gouvernement et qui incarne cette nouvelle jeunesse qui voulait la mise en place en Argentine d'idées libérales. Parce qu'il faut comprendre que les idées libérales en Argentine, c'était presque un sujet tabou. Personne ne voulait en parler et même se lancer dans une carrière avec des idées libérales, c'était considéré comme du suicide politique. Et beaucoup de manifestants nous disaient que Javier Milei était un apprenti dictateur, alors que pourtant, il est justement obligé de composer avec les autres forces politique de l'Assemblée nationale. Donc en fait, il y a une énorme guerre culturelle qui est en cours en Argentine avec une extrême gauche assez forte mais qui représente la minorité et la majorité qui commence à adhérer à des idées plus libérales. On a pu par exemple rencontrer Emmanuel Danan qui est un youtubeur libertarien à succès en Argentine qui a plus de 2 millions d'abonnés et pour lui en fait, il y avait une véritable cancel culture contre les idées libérales, parce qu'aucun média traditionnel ne soutenait Javier Milei. Et donc le cas argentin est très intéressant parce que ça montre que dans une démocratie, quand on participe activement au processus de guerre culturelle, on peut inoculer dans la société des idées qui vont peut-être un jour nous faire gagner. C'est la théorie gramscienne, rien de nouveau sous le soleil. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. C'est pour ça qu'il y a eu l'émergence de tout un tas de nouveaux médias, d'influenceurs ou de youtubeurs qui ont participé à la victoire de Javier Milei. Et l'un des meilleurs exemples de la politique efficace de Milei, que l'on peut largement adapter au cas français, c'était les ministères inutiles et les coupes budgétaires à la tronçonneuse. Vous le savez, en France, on paye énormément d'impôts, c'est Nicolas qui paye, pour au final pas grand-chose, puisque les services publics se cassent la gueule, on finance des films misérables que personne va voir, et en plus, il y a de l'argent qui est dépensé avec des sommes astronomiques dans des projets inutiles, voire même contre-productifs. Et en Argentine, il y avait un ministère, celui des femmes, du genre et de la diversité, qui avait un budget 10 fois supérieur à celui du ministère de la Justice, et 70% du budget était alloué au personnel. Résultat, c'était un ministère inefficace, woke, puisqu'il avançait des idées progressistes, et qui coûtait un pognon de dingue, alors qu'en même temps, on demandait aux Argentins de faire des efforts importants. Et ça, c'est un exemple que l'on peut largement adapter en France, parce que les Français paient de plus en plus d'impôts, les services publics se cassent la gueule, et pourtant, il y a de l'argent balancé à travers les fenêtres. Et ça, c'est extrêmement grave. Et cette guerre culturelle qui fait rage en Argentine, on la retrouve à tous les niveaux, aussi bien même dans la culture du pays, par exemple à travers le football ou même la religion. Au niveau du football, il y a des clubs avec différentes rivalités, comme le club de Boca contre celui de River Plate. Le club de Boca est considéré comme populaire, celui de River Plate bourgeois, et donc il y a des affrontements d'ordre politique et idéologique, même à travers le football. Et au-delà du football, il y a également la question du catholicisme qui est extrêmement présent en Argentine depuis la colonisation, et en fait, il y a un certain recul de la religion dans le pays, notamment parce que les jeunes s'en désintéressent et il y a également le débat autour de l'avortement. Et là, on touche à quelque chose d'intéressant, c'est le fait que Javier Milei est libertarien, mais pourtant, il peut avoir des idées particulièrement conservatrices. Par exemple, sur la question de l'avortement, il est farouchement opposé parce qu'il part du principe que c'est la liberté de l'enfant à naître de vivre, tout simplement, parce qu'on ne peut pas lui demander son avis, s'il veut se faire avorter ou non, et que par conséquent, on choisirait toujours la vie par rapport à la mort. Donc en fait, Javier Milei, contrairement à ce que l'on pourrait penser, a des idées beaucoup plus conservatrices qui ne sont pas forcément considérées comme libertariennes. De plus, il est dans une logique de transparence puisqu'il a décidé d'ouvrir les archives par rapport au fait que, comme vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux dignitaires nazis ont fui vers l'Argentine. Et ça, c'est une volonté politique de se rapprocher de Donald Trump, puisque, comme vous le savez, Donald Trump a déclassifié un certain nombre de dossiers sensibles, notamment sur l'affaire JFK, Martin Luther King, ou sur la mort de Robert Kennedy, le frère donc de John Fitzgerald Kennedy. Donc l'Argentine est une société en pleine mutation qui fait face à une guerre culturelle et on va voir dans les années à venir si Javier Milei va remporter son pari. Mais en tout cas, il est bien parti parce que pour l'instant, ses résultats sont plutôt encourageants. Alors que de base, ce type de politique menée par la thérapie de choc, ça prend beaucoup de temps pour avoir des effets positifs. Mais l'Argentine n'avait pas d'autre choix parce qu'ils avaient tellement touché le fond qu'au bout d'un moment, on finit par rebondir. Donc, est-ce qu'on va assister dans les années à venir à un miracle économique argentin ? Les paris sont ouverts. En tout cas, je vous invite à retrouver le documentaire sur l'Argentine de Javier Milei, disponible sur Frontières Plus.
J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est probablement le plus gros projet que j'ai jamais mené depuis que je suis sur Internet. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Voilà les barons. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. C'était le Doc. Ciao les barons.